Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints dans le grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Il faut encourager les jeunes filles à se tourner vers les filières scientifiques. C'est le cri du cœur de nos deux invités qui se battent pour que les adolescentes choisissent davantage les mathématiques, l'informatique, la physique ou la chimie. Nous essaierons de comprendre comment on en est arrivé là et ce qu'on peut mettre en place pour qu'elles retrouvent le goût et l'ambition des sciences. Le bon point du jour sera consacré au combat d'une mère pour son fils. Elle est l'auteure du livre « Sortir de l'autisme » et elle nous racontera notamment comment elle a réussi à scolariser son enfant alors même que le monde de l'éducation ne sait toujours pas comment appréhender ce type de profil neuroatypique. Et dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Guillaume Ouattara va nous alerter sur un phénomène très inquiétant qui peut concerner vos ados. Des influenceurs demandent des cadeaux virtuels à leurs abonnés, cadeaux que vos enfants peut-être payent avec de l'argent bel et bien réel. Guillaume Ouattara qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. On va commencer au Havre avec une affaire à peine croyable. Un professeur a menacé ses élèves avec un couteau samedi dernier. Oui, tout est relayé par la presse ces dernières heures. Le parquet du Havre vient d'ouvrir une enquête pour violence avec menace ou menace d'une arme après des faits qui sont survenus samedi 21 octobre au lycée Claude Monet du Havre. Le professeur était en train de discuter avec ses étudiants de l'attentat contre Dominique Bernard à Arras ainsi que des tragédies de Charlie Hebdo et de l'assassinat de Samuel Paty. Et selon les informations de France Bleu Normandie, l'enseignant a sorti un petit couteau de type Opinel et a déclaré aux élèves qu'ils n'hésiteraient pas à s'en servir en cas de menace avant de le replier et de le ranger. C'est une affaire invraisemblable. Les élèves ont rapidement informé la direction du lycée qui a convoqué l'enseignant et a alerté le rectorat. Le rectorat a signalé l'incident au parquet du Havre qui a donc ouvert une enquête. Une cellule d'écoute va être lancée au moment de la rentrée scolaire. Et dans ce contexte, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonce la mise en place d'une enquête sur la sécurité des établissements scolaires. Il était interrogé hier à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement et il a donc expliqué vouloir remettre en place de la sérénité dans les établissements et pour lui, pas de sérénité sans la sécurité. Voilà ce que dit Gabriel Attal. On doit toujours être plus en sécurité dans l'école qu'en dehors de l'école. L'école est un sanctuaire. Le ministre, il a donc déclenché ce qu'il appelle une enquête flash dans tous les établissements scolaires français pour mesurer les niveaux de sécurité, vérifier les failles éventuelles. Rappelons que les établissements scolaires sont sous la responsabilité des collectivités territoriales, locales. C'est donc main dans la main avec ces acteurs locaux que Gabriel Attal travaille. La Voix du Nord se fait également l'écho d'une menace d'attentat proférée par un enfant de 10 ans. Là encore, des faits qui sont assez inqualifiables. Ça s'est passé la semaine dernière, le 18 octobre, à Cambrai, dans le nord de la France. Un élève de primaire de 10 ans, vous le disiez, a proféré des menaces sur TikTok à l'encontre de son établissement scolaire, l'école primaire Léon Gambetta. Le parquet précise que les parents ont immédiatement été entendus sous le régime de la garde à vue et le mineur sous le régime de la retenue, c'est-à-dire qu'il peut être entendu pendant 12 heures consécutives, une écoute qui doit être filmée face à des fonctionnaires de police. On ne sait pas pour l'heure quelles sont les motivations de ce très jeune enfant et si ces menaces étaient à prendre au sérieux ou non. Vous allez revenir tout à l'heure dans votre chronique sur toutes ces dérives de TikTok. On va terminer cette édition sur le sujet du harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation et son ministère ont annoncé la mise en place d'un questionnaire au retour des vacances de la Toussaint. On vous l'annonçait hier. Eh bien, le syndicat Sud Éducation lui répond. Oui, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'idée du questionnaire ne fait vraiment pas l'unanimité. Un questionnaire, c'est bien, des formations et des moyens, c'est mieux. Voilà la phrase cinglante du syndicat très à gauche Sud Éducation. Alors le syndicat, il se félicite quand même d'une chose, c'est le report de la date de rendu, initialement au 9 novembre, repoussé au 15 novembre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il demandait plus de temps pour de la concertation, de l'écoute dans les établissements, mais le syndicat dénonce le manque de moyens. Il ne faudrait pas confondre le temps politique et le temps éducatif pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire. Les personnels ont besoin de formation et ont besoin de temps de concertation, autant de choses qui font cruellement défaut aujourd'hui dans l'éducation nationale. Voilà pour le comité Sud Éducation qui propose 3 mesures pour
lutter plus efficacement, selon le syndicat, contre le harcèlement, la création de postes dans la médecine scolaire et l'assistante sociale, la création de postes pour réduire les effectifs par classe et renforcer les vies scolaires, et puis la mise en place de ce qu'ils appellent des vraies formations à l'identification et la prise en charge des situations de harcèlement dans les écoles et les établissements scolaires. Merci beaucoup Guillaume, on vous retrouve tout à l'heure. Restez bien avec nous chers amis parce que ce que Guillaume va vous expliquer sur TikTok c'est assez lunaire. Merci encore. On en vient donc à notre question du jour. Comment redonner le goût des sciences aux jeunes femmes? Ou plutôt comment leur redonner confiance en elles et les convaincre que oui, elles ont pleinement leur place dans les filières scientifiques pour devenir, pourquoi pas un jour, les prochaines Marie Curie? On en parle tout de suite. Pour construire le futur, la science a besoin de femmes. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne à l'occasion de la cérémonie de remise du prix scientifique Irène Joliot-Curie. C'était le 10 février dernier. Et il est vrai qu'en 2023, alors même que la science doit beaucoup aux femmes depuis l'Antiquité, on va y revenir dans un instant, les adolescentes ne se tournent pas naturellement vers les mathématiques, l'informatique, la physique-chimie par exemple. On va en parler tout de suite avec nos deux invités. Colette Guillopé qui est avec moi en plateau, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne, professeure émérite des universités et ancienne présidente de l'association Femmes et Mathématiques. Et en visio, nous attend Isabelle Vauglin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Femmes et Sciences, dont la vocation est d'inciter les jeunes, et en particulier donc les filles, à s'engager dans les formations scientifiques et techniques. Et vous êtes également astrophysicienne à l'Observatoire de Lyon. Alors, pour commencer, peut-être, Colette, j'aimerais remonter un petit peu dans le temps. Parce que, je le disais, l'apport scientifique des femmes à travers les siècles a été énorme. Malheureusement, on sait très bien qu'elles ont été invisibilisées. Mais pour faire avancer la science à toutes les époques, il y a bien eu des femmes scientifiques. Oui, bien sûr, il y en a eu beaucoup. Que dire? Qui étaient-elles? Lesquelles vous ont le plus inspiré? Il y a par exemple Émilie du Châtelet. Oui. Hein, Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Bien, elle a traduit une œuvre majeure de Newton qui était en latin à l'époque et elle l'a rendue compréhensible pour nous. Bon, on pense à Marie Curie, ça, bien évidemment. Alors moi, j'avais noté quand même Hypatie, ou Hypatie au IVe siècle. Oui, Hypatie. Qui est une élève de Socrate, qui était astrophysicienne, enfin qui était astronome à l'époque. Sophie Germain, Ada Lovelace. Oui, il y en a des tas. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, jusqu'à nous, pour que toutes ces femmes, on oublie qu'elles étaient là, et pour qu'aujourd'hui, les filles peinent à rentrer dans ces filières scientifiques? Disons d'abord pourquoi elles sont. C'est absolument récurrent, c'est même dans les milieux littéraires, historiques, tout le temps, partout. Les femmes ont disparu. Ouais. Elles étaient là, elles ont disparu. Dans les livres de lettres, de littérature, ceux qu'on a eus à l'école, il y avait très peu de femmes. À part Madame de Sévigné, il y en avait très très peu. Ouais. C'est vraiment récurrent. Donc pourquoi? Parce que le monde est comme il est. On est dans un monde très masculin, fait par les hommes pour les hommes. Et donc voilà. Ouais. C'est ce qui arrive. Alors après, est-ce que ça suffit à dire c'est pour ça que les jeunes filles ne vont pas vers les sciences? C'est pas clair. L'histoire des parcours de jeunes femmes, de femmes scientifiques qui inspireraient les jeunes filles, c'est pas clair du tout. Ouais. On va y revenir effectivement dans quelques instants. Il y a autre chose qui est en œuvre. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en œuvre. Mais Isabelle Vauglin, j'aimerais avoir votre femme inspirante à vous, votre scientifique d'aujourd'hui ou d'avant, qui pour vous est vraiment symptomatique de cette réussite des femmes dans les sciences. Alors je vais répondre Vera Rubin. Vera Rubin, qui est une astrophysicienne américaine, qui hélas est décédée le 25 décembre 2016, et qui fait partie de ces astronomes femmes qui ont eu énormément de mal à mener leur carrière. C'est vrai que vous disiez nommer des femmes, rien que dans mon domaine, il y en a eu énormément. Vous avez donné Hypatie, mais il y a eu une quantité de femmes, tout ce qui est de la physique stellaire, la compréhension de quoi sont faites les étoiles et comment peut-on les étudier, c'est essentiellement des femmes.
qui ont travaillé dessus. Et en fait, les articles étaient signés uniquement par leur chef, leur directeur. Et elles étaient nommées uniquement les Harvard Computers, donc les calculatrices d'Harvard. On ne leur donnait même pas leur nom. Ouais. Donc c'est facile d'oublier des femmes qu'on n'a jamais nommées. Et c'est seulement il y a eu un film il y a quelques années là-dessus, me semble-t-il, avec Kevin Costner, sur ces femmes qui étaient à la fois femmes et noires et qui ont largement contribué à la conquête spatiale aux États-Unis. Alors, ça, c'est d'autres femmes, effectivement. C'était les figures de l'ombre, Hidden Figures, le film en anglais, qui a permis de mettre en lumière, effectivement, d'autres femmes plus récentes. Parce que les Harvard Computers, ça a commencé en 1890 jusqu'en 1920-1930. Donc, ça a duré très longtemps. Il y en a eu plus de 80. Maintenant, on va nommer Annie Cannon, Williamina Fleming, des personnes comme ça, Cecilia Payne, etc., etc., Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt qui aurait mérité un prix Nobel. Elles sont nombreuses à avoir mérité un prix Nobel et en fait, elles ne l'ont pas eu parce qu'elles étaient femmes. C'est le cas de Jocelyn Bell qui vit encore. J'ai un chiffre là-dessus, si vous le voulez bien, puisque vous en parlez. 3,76% des nommés lors des prix Nobel pour les sciences sont des femmes, uniquement 3,76, soit seulement 24 femmes sur 639 récompensées. Et c'est pareil pour la médaille Fields, donc, qui est une prestigieuse récompense en mathématiques, qui concerne que 2 femmes sur 53 lauréats. Donc ça illustre parfaitement ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement, oui. Et ces femmes noires américaines qui ont fortement contribué à la réussite du programme Apollo. Si le programme Apollo a réussi à poser des hommes sur la Lune, c'est grâce en particulier au travail de ces femmes qui étaient des mathématiciennes hors pair. Et qu'on a complètement occulté parce qu'elles étaient femmes et en plus, elles cumulaient le problème d'être noires. Donc, voilà. Donc, ma figure à moi, c'est Vera Rubin, qui est la génération d'avant moi, ou encore un petit peu avant peut-être, mais il faut savoir qu'elle a commencé sa carrière, ses études, en n'ayant pas le droit d'accéder à un télescope, parce que c'était contraire à la morale qu'une femme passe la nuit à faire des observations avec des collègues hommes, voilà, dans un lieu. Donc les femmes, en 1965, c'est pas si vieux, les femmes aux États-Unis n'avaient pas encore le droit d'accéder au télescope la nuit. Je voudrais vous donner d'autres chiffres, je voudrais en profiter, puisque on sait que dès l'entrée en CP, les filles sont meilleures que les garçons en français, et elles sont toutes aussi performantes qu'en maths, mais ensuite à l'université, on ne trouve que 22% de femmes mathématiciennes. Du coup, j'aimerais vous demander, Colette Guillopé, est-ce que ce n'est qu'une question de genre, de stéréotype, de patriarcat, vu que tout à l'heure on évoquait d'autres raisons? Alors, je dirais que un petit peu à tous les niveaux, vraiment tous les niveaux, c'est-à-dire toutes les classes et tous les âges, les femmes, les filles d'abord, sont écartées, s'écartent d'elles-mêmes, mais parce que toute la société leur dit que c'est pas pour elles. Il y a une forme aussi d'autocensure. J'appelle pas ça de l'autocensure, c'est la société qui les écarte et qui leur dit c'est pas pour elles. Et donc elles le croient. Et donc elles disent c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Hein, et donc il faut une volonté extraordinaire pour dire mais vraiment c'est ça que je veux faire. Et donc évidemment la plupart d'entre elles n'ont pas nécessairement cette volonté et le soutien de leur famille. Enfin, c'est vraiment le soutien de leurs professeurs. Enfin, c'est vraiment très très compliqué pour une fille ou une jeune fille, une femme, d'arriver au niveau de mathématicienne après. Mais c'est difficile de se figurer la façon dont ça se matérialise à l'école, vraiment en lycée. Est-ce qu'il y a des profs qui disent réellement à leurs élèves filles « c'est pas fait pour toi », ça existe vraiment ça? Bien sûr, oui. Non, mais on dit bien sûr, oui, parce qu'on l'imagine. Mais là, on est entre nous. Et c'est pour ça que je vous demande des exemples précis. Bien sûr. Parce que moi, il y a en plus un sexisme absolument terrible. Et toujours aujourd'hui. Absolument. Et en fait, par exemple, on est en train de faire une étude qui va sortir en février prochain. Donc, des jeunes filles qui sont en seconde, qui sont très brillantes en mathématiques. Elles ont 16 ans.
Et elles vont faire un stage de maths et elles sont persuadées qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne pourront pas faire de sciences, alors qu'elles sont très bonnes et bien meilleures que... voilà. Et il y a un sexisme, et en fait, quand on les interroge, il y a un sexisme absolument terrible, à la fois de la part de leurs camarades, des profs, de tout le monde, toute la société. Isabelle, je vous entendais réagir tout à l'heure. Elle est là. Effectivement, pour des exemples, c'est difficile à donner des exemples d'interaction entre les professeurs et les élèves, mais par contre, on peut regarder sur les appréciations qui sont notées dans les bulletins scolaires. Et ça, dans les bulletins scolaires, il y a une étude qui a été faite par des sociologues et qui se sont rendus compte que à moyenne égale, un garçon, on va lui mettre que bon résultat, peut mieux faire, etc. Donc, parfois même peut mieux faire s'il travaillait un peu plus, etc. Donc, ce qui sous-entend, ça va, il a encore des capacités. Pour les mêmes notes, les filles, on va mettre travailleuses, sérieuses, etc. Donc, sous-entendre le fait que, elles sont arrivées au maximum de leur capacité. Elles ne pourront pas faire plus. Donc, ces appréciations sont extrêmement importantes parce qu'il y en a avec les mêmes moyennes. Statistiquement, pour les garçons, les enseignants vont penser que c'est bon, il pourra faire parce qu'en fait, il ne travaille pas beaucoup et qu'il a encore de quoi faire mieux. Alors qu'une fille, on va dire qu'elle est sérieuse, qu'elle est appliquée, qu'elle travaille beaucoup, etc. Donc, elle ne peut pas faire plus. Et la fille, elle intègre ça. De même que le garçon aussi, lui, il intègre l'aspect positif. De ce que il a encore des moyens, alors que la fille, elle va intégrer le fait qu'elle est arrivée au bout de ses capacités, donc elle ne pourra pas aller plus loin. Isabelle, comment vous avez fait, vous? Comment vous avez réussi à traverser tout ça? En fait, moi, j'ai eu un moteur très, très puissant dès toute petite, parce qu'en fait, à 7 ou 8 ans, je disais quand je serai grande, je serai astronome. Et en fait, ça m'a jamais quittée. Et c'est mon grand-père en fait qui m'a donné l'envie, l'amour de regarder le ciel, les étoiles la nuit. Et vraiment, ça m'a captivée tout de suite et j'ai toujours voulu faire ça. Et donc, quand on a une volonté comme ça, c'est beaucoup plus facile de s'affranchir des obstacles éventuels parce que c'est notre but. Mais tout le monde n'a pas forcément, dès toute petite, une idée très précise comme ça. Donc, il n'y a pas de raison que les filles aient plus d'obstacles que les garçons et qu'elles aient besoin d'avoir quelque chose de très fort qui leur permettent de passer ces obstacles. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'elles aient les mêmes chances que les garçons. Colette Guillaupé, sur ce sujet-là, vous vouliez réagir? Oui, mais c'est ce que je venais... Ça confirme exactement ce que j'ai dit. Il fallait être vraiment déterminé. Et elle l'a fait. Et vous, comment vous avez fait, vous? En fait, moi, c'est un peu différent. J'étais dans un milieu social privilégié. Mes parents étaient profs. Mais moi, j'aimais les maths. Je n'avais aucune idée que je pouvais devenir mathématicienne. Mais même très avancée dans mes études, mes parents ne m'ont jamais dit « tu pourras devenir mathématicienne », ils m'ont jamais. Bien qu'ils étaient profs, ils savaient ce que c'était. Mais bon, voilà. Ceci étant, j'ai découvert un peu par hasard que je pouvais devenir mathématicienne et je suis devenue mathématicienne au fil de mes études. Mais tout à l'heure, vous évoquiez le sexisme, les bâtons dans les roues qu'on pouvait mettre. Est-ce que vous l'avez vécu et comment vous l'avez transcendé? Parce que je pense aux jeunes filles et aux parents qui nous regardent peut-être et qui se disent ces deux femmes qui sont là sur le plateau, elles sont inspirantes et j'ai envie de savoir comment elles ont fait. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir rencontré des bâtons dans les roues, dans le sens où, de toute façon, il fallait que j'étudie. Oui. Et il était clair pour moi que je devais être indépendante et il fallait que j'étudie. Et j'ai donc étudié, j'ai attendu d'avoir terminé mes études pour faire un enfant. Enfin, il fallait vraiment que j'étudie, quoi, c'est tout. Et que je gagne ma vie. Et donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir des bâtons dans les roues, mais je me suis rendu compte bien après que, même à la maison, la règle n'était pas la même pour moi et pour mes 4 frères. Moi, il fallait toujours que ce soit là. Je pouvais pas. Il fallait que je soutienne la maison. Il fallait que je sois présente. Je ne pouvais pas me divertir, en fait. Ouais. Si je me divertissais, on voyait que j'avais pas assez à faire. Hop, tu allais participer, tu allais faire des choses. Mes frères, je pense pas qu'on les a à ce point-là contraints.
ça c'est sûr. Et puis même dans la vie après, vraiment, ça a été beaucoup plus dur pour moi que pour eux. Ce qui peut être intéressant aussi de savoir, c'est ce que ça changerait finalement qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les sciences, mais en termes de recherche et d'innovation. Parce qu'on sait que beaucoup d'innovations ont été faites par les hommes, mais pour des femmes. Et donc, du coup, on tombait un petit peu à côté. On pense notamment peut-être aux tampons hygiéniques ou d'autres. Est-ce que le monde de la recherche et l'innovation pourrait changer, évoluer, passer un nouveau step s'il y avait comme ça plus de femmes ? C'est absolument évident en médecine, par exemple. Oui. Ça, c'est vraiment évident. On le sait maintenant. Par exemple, les problèmes cardiaques sont très mal pris en compte pour les femmes, alors que tout est fait pour les hommes, quoi. Et donc, on ne s'aperçoit pas que les femmes, elles ont des crises cardiaques parce que c'est pas pareil. Voilà, donc ça, c'est absolument évident. Et par ailleurs, quand même, dans un monde mixte, c'est beaucoup plus pacifié, c'est beaucoup moins... Enfin, toutes les entreprises, et c'est pareil dans la recherche, eh bien, ça marche mieux s'il y a des femmes et des hommes. C'est clair. Et s'il n'y a que des hommes... Moi, je suis dans un milieu quand même extrêmement mathématique, extrêmement masculin. Je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de rugosité. De problèmes d'ego. Des combats de coq, oui. Et j'ai même des étudiants qui le constatent. Ils sont dans des groupes entièrement d'hommes. Ils disent, mais ça n'allait pas du tout. On était tous coqs. Et ils ont vu après, avec des garçons et des filles, des mixtes, mais ça marchait beaucoup mieux. Ils avançaient, ils faisaient des trucs, quoi. Voilà, c'est évident, quoi. Isabelle Vauglin, dans votre secteur d'activité, comment ça se matérialise tout ça ? Alors effectivement, je suis aussi dans un secteur qui est très très masculin. Quand je vois rien que mon propre laboratoire, donc à l'Observatoire de Lyon, nous sommes 3 femmes chercheuses sur un peu plus d'une trentaine de chercheurs hommes, donc moins de 10% à peu près. Et globalement en astro en France, c'est moins de 20% de femmes. Et c'est vrai que je vais reprendre exactement ce que disait Colette à l'instant. Il a été prouvé que les équipes de recherche mixtes étaient à la fois plus efficaces, plus innovantes, plus productives que des équipes très genrées. Donc la diversité fait confronter différentes façons de penser, différentes façons de vivre, différentes façons de voir les choses, et du coup conduisent à une productivité qui est meilleure. Donc on a besoin effectivement d'équipes mixtes dans la recherche scientifique et technologique. Colette a donné l'exemple de la médecine, on peut donner des exemples aussi ne serait-ce que la construction automobile. Les ceintures de sécurité dans les voitures ne sont pas adaptées à la poitrine des femmes. Les airbags sont testés sur des mannequins qui sont des mannequins d'hommes, donc avec des mensurations qui ne correspondent pas à la moyenne des femmes, et ça peut être dangereux pour des femmes. Donc il y a tout un tas de domaines dans lesquels il y aurait vraiment besoin d'avoir plus de femmes pour arriver à produire des nouvelles technologies qui soient beaucoup plus égalitaires, paritaires. Hommes-femmes. Isabelle Vauglin, je citais tout à l'heure Elisabeth Borne, et on sait que les gouvernements précédents ont fait la même chose. Ils ont crié à tous ceux qui voulaient l'entendre, allez les filles, allez dans les filières scientifiques. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant réellement, concrètement, pour de vrai, pour que ça avance au-delà des discours politiques ? Je pense qu'il faut... le problème, c'est qu'il va falloir un changement profond dans la société parce que, excusez-moi de vous le dire, mais les hommes sont dans une position qui, pour l'instant, est dominante. Donc, c'est pas facile. Ça change un peu. On est quand même en train de vivre une période où ça commence à s'équilibrer. Ça commence à changer, pas à s'équilibrer. Moi, dans le domaine scientifique, on est loin d'être encore équilibré partout. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à faire changer les mentalités, ne pas dire aux filles qu'elles s'autocensurent, parce que là, s'autocensurer, c'est la double peine. C'est la société qui les exclut, effectivement, par ces carcans de stéréotypes qui sont à l'œuvre depuis la plus tendre enfance. Et si on dit que c'est une autocensure, ça veut dire que c'est les filles qui s'excluent elles-mêmes.
Donc, c'est pas vrai. C'est le résultat de carcans sociétaux qui sont à l'œuvre depuis la plus tendre enfance. Donc, il faut arriver à changer ces mentalités. Il faut essayer de former les enseignants à prendre conscience de ces stéréotypes. En fait, on en est tellement imprégné qu'on a des attitudes quasi inconscientes qui font qu'on va mettre les filles dans des conditions qui sont plus difficiles de réussite que les garçons. Et ça a été étudié par exemple par Isabelle Régnier et tous ses collègues. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype, où les filles, quand elles sont mises face à des exercices de mathématiques, par exemple, et les garçons aussi, quand ils sont mis face à ces exercices, selon que l'on va juste les mettre devant ce test, ou bien sur un autre groupe, on va donner le même test, mais en disant seulement quelque chose comme vous savez, sur ces tests-là, les filles réussissent aussi bien que les garçons, eh bien, on voit des différences considérables dans le taux de réussite des filles. Donc, Guillopé, pardon, parce que notre entretien arrive presque à sa fin. J'aimerais faire réagir Colette Guillopé sur cette question. En quelques mots, comment est-ce qu'on peut agir concrètement et faire changer les choses ? Concrètement, je pense qu'il faut donner des moyens, vraiment des moyens pour changer. Pour l'instant, en France, on ne donne 0 moyen. On compte sur les associations, on fait un travail de fourmi, mais bon, une tranche d'âge, c'est 700 000 enfants. Donc comment est-ce qu'on peut s'occuper de 700 000 enfants, 350 000 filles à la fois ? Donc il faut vraiment donner des moyens, faire de la formation de tout le monde, des enfants dès la maternelle, des enseignants, des parents, de tout le monde, des journalistes. Et on va le redire, les filles, allez vers les sciences. Voilà, merci à tous les deux d'avoir été là. Colette Guillopé, mathématicienne, professeure émérite des universités et donc ancienne présidente de l'association Femmes et Mathématiques. Et merci Isabelle Vauglin d'avoir été avec nous également, présidente de l'association Femmes et Sciences et astrophysicienne à l'Observatoire de Lyon. Merci encore à toutes les deux. Une pause, on se retrouve tout de suite dans le Grand JT de l'éducation. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique ? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain.
Nous voici de retour dans le grand JT de l'éducation et j'ai le plaisir d'accueillir Valentine Lecêtre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, Sortir de l'autisme, c'est aux éditions Idéo. Vous y parlez de votre vie, de votre fils, de la façon dont vous avez appréhendé son autisme et vous racontez vraiment plein de choses très intéressantes sur ce que ça a provoqué en vous et ce combat que vous menez depuis. Qu'est-ce que vous avez vraiment voulu nous partager dans ce livre qu'on ne savait pas avant? Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Tout simplement, lorsque j'ai eu le diagnostic, comme tout parent, on se jette sur Internet et on essaie d'en apprendre le plus possible. Et on lit, on essaie de s'informer. Et la grande majorité des informations que j'avais, dont celles des thérapeutes et des médecins que j'avais autour de moi, nous donnaient des voies sur la manière dont nous allions pouvoir survivre les étapes de ce qu'on allait vivre, mais personne ne nous parlait d'espoir. Personne ne nous donnait cette positivité qui est possible. Et sans l'espoir, on ne peut rien faire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que vous ayez intitulé votre livre « Sortir de l'autisme », parce que peut-être pour les gens qui nous regardent et moi-même, on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de l'autisme, ni votre fils, ni vous. Oui, tout à fait. Et vous avez choisi ce titre-là exprès. En fait, sortir de l'autisme, c'est quelque chose qui ne sera jamais accepté pour l'instant, puisque ce n'est pas une maladie, donc on ne peut pas guérir de l'autisme. Alors, il y a le spectre autistique et l'autisme. Et en fin de compte, le spectre est très large. Donc on peut garder des traits autistiques pour autant être totalement assimilé à une société. Et aujourd'hui, depuis que j'ai étudié ce qui nous est arrivé, j'ai étudié plein de gens autour de moi, je me retrouve en fin de compte à voir et à discerner qu'il y a des gens qui travaillent avec moi, qui sont autistes et qui sont des champions. Ouais. Donc voilà. De quelle manière cette expérience que vous racontez a chamboulé votre vie, votre vision du monde, votre quotidien? Ça l'a chamboulé à partir du moment où on sait des choses, mais lorsqu'on les expérimente, c'est totalement différent. Ouais. Donc j'ai appris à ranger mes beliefs, mes croyances personnelles, tout ce que j'avais appris, pour me remettre vraiment dans la peau des autres. Et donc, à partir de là, ça ouvre beaucoup de possibilités. Ça remet en question la façon de voir la vie en général. Donc, si quelqu'un pleure, est-ce que vous avez pleuré avec lui pour l'aider? Ça vous donne une autre vision de comment vous pouvez interagir avec les autres et en ressortir grandi. Et donc, c'est vraiment un changement de vie pour moi qui est au-dessus de même ce que j'ai expérimenté avec l'autisme. Ouais. Vous y décrivez un petit peu toutes les étapes qui vous ont amené jusqu'à aujourd'hui. Il y a un chapitre qui est consacré à l'école. C'est celui, bien sûr, qui nous intéresse un petit peu plus ici. Racontez-nous le chemin de croix que ça a été pour scolariser votre enfant autiste, sachant que vous expliquez même que vous avez dû mentir. Et même si c'est pas bien, là, vous étiez un petit peu obligé. Oui. Et je vais voir la directrice de l'école la semaine prochaine et lui offrir le livre et ça va être un autre sujet. Je vais voir comment elle le prend. Elle n'est pas au courant? Elle n'est pas au courant. Ah oui. Alors, ça n'a pas été le parcours du combattant comme ça a pu l'être pour d'autres parents. Parce que lorsque j'ai eu le diagnostic, mon fils n'était pas encore scolarisé. Et donc, j'ai anticipé sur ça et j'ai préféré mentir pour ne pas me heurter tout de suite à un refus. Ayant lu plusieurs livres où on décrit en fin de compte qu'il y a des enfants qui sont refusés justement pour un trouble, qu'il soit spectre autistique ou autre. Donc, j'ai préféré ne pas dire. Donc en gros, vous racontez que vous avez inscrit votre enfant à l'école, que vous avez attendu d'être sûre et certaine qu'il soit pris, vous avez même payé et attendu que le virement soit fait pour dire « Ah, ben en fait, mon fils, il est autiste ». J'ai même attendu quelques jours et puis je les ai laissés découvrir un petit peu combien c'était problématique de lui faire trouver sa place au sein d'une classe. Parce qu'ensuite, gérer un enfant autiste dans une école et dans une classe, c'est pas forcément donné à n'importe quel instituteur. Mais vous y teniez à ce qu'il soit dans une école avec d'autres enfants qui se confrontent à cette vie-là pour plus tard être mieux assimilés dans la société. J'ai fait le choix de ne pas l'envoyer dans une école spécialisée, ce qui aurait été la recommandation. Vous auriez pu et ça aurait
peut-être même été plus calme et tranquille pour vous. Peut-être, peut-être pas. Oui. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait effectivement en dehors des règles. C'est-à-dire que non seulement je ne l'aurais pas inscrit tout de suite, plutôt vers 3-4 ans, là j'ai choisi de commencer à 2 ans et demi pour justement prendre de l'avance sur une transition qui allait durer des années. Et je savais que ça allait prendre du temps. Donc j'ai inscrit dans une bonne école parce que je pense que de toute façon, quand on est entouré de gens qui sont meilleurs que nous, ça nous tire toujours vers le haut. De quelle manière l'école pourrait mieux accueillir ces enfants neuroatypiques? Parce qu'on voit bien dans votre livre que c'est très compliqué. On sait que les enseignants ne sont pas formés, on sait que le personnel éducatif ne l'est pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Alors, je pense que mieux... Le problème, c'est que comme ces enfants sont tous différents, il faudrait vraiment avoir des gens qui aient du talent, en plus que juste une éducation. Donc, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et l'école que j'ai choisie m'a bien aidée dans le sens où elle m'a laissé faire en me faisant confiance. Donc ça, c'est parce que j'ai choisi une école privée. Ça n'aurait pas été possible dans une école publique. Pas seulement parce qu'on paye, mais parce qu'on n'a pas le temps quand on a une classe où il y a 40 élèves. C'est ça, on ne peut pas en vouloir non plus aux enseignants et à l'éducation nationale en règle générale. C'est très compliqué d'accueillir ce type de public. Et ensuite, de pouvoir savoir, est-ce que j'ai affaire à un enfant qui va être timide, qui va être dans l'introspection, Ils sont tous différents. Donc, effectivement, je pense qu'il devrait y avoir des formations un petit peu plus détaillées sur le sujet. Mais ça serait surtout avoir des meilleurs AVS qui sont formées sur l'autisme, parce que ça, elles sont dans les écoles publiques, elles sont dans les écoles privées, mais si elles ne savent pas comment gérer l'enfant, elles se tournent vers l'école, vers un psychiatre, vers un psychologue, vers les parents, mais peut-être que personne n'a la réponse. Vous parlez aussi des AESH, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau et récemment pour le manque de reconnaissance, les salaires qui ne sont vraiment pas à la hauteur. Ce que moi j'ai appelé à l'instant AVS. Elles ont plus de nom, Exactement. Et puis aussi leur absence, en fait, remarquée dans beaucoup d'académies. Vous dites que beaucoup ne sont pas formées à appréhender l'autisme, alors même qu'en fait elles sont sollicitées pour ça. Non, mais elles sont sollicitées pour un peu tout et n'importe quoi. Ça. Et souvent, les personnes âgées, j'en parlais, donc même pour le recrutement d'une AVS, il n'y a pas de site spécialisé pour ça, surtout si ça concerne la scolarisation. Donc encore aujourd'hui, les AVS avec qui j'ai travaillé n'ont pas de problème de chômage. Elles ne l'auront jamais parce qu'elles ont été mieux formées que les autres. Mais j'ai encore des gens qui viennent me solliciter pour avoir un petit peu les règles du jeu, pour savoir comment jouer. Et une des choses les plus importantes, voilà, quelle que soit l'école, je pense que le plus important, c'est une directrice ou quelqu'un qui, à ce niveau-là, et des instituteurs qui vont prendre le temps de discuter avec des parents, pouvoir évaluer si les parents ont des bonnes recommandations ou pas, pour pouvoir travailler ensemble, parce que c'est un travail qui se passe toute la journée. Donc, quand un enfant passe beaucoup d'heures à l'école, bien évidemment, il y a une grande partie qui va se passer à l'école. Ce livre, il est pensé évidemment pour être en librairie. Est-ce qu'il a vocation à tomber dans les mains, à être offert à des directeurs, des directrices d'école, au monde de l'éducation, pour leur dire « Regardez ce que moi j'ai vécu avec mon fils et voyez chez vous de quelle manière vous pouvez faire différemment ». Est-ce qu'on peut imaginer ça ? On peut imaginer ça. C'est vrai que je ne l'ai pas écrit à cette intention. Je l'ai écrit pour des parents. Mais je pense que les éducateurs, lorsqu'ils m'ont connu, dès qu'ils ont eu des informations, ils étaient friands de ces informations. Parce qu'après tout, c'est pas seulement qu'on essaye d'aider des enfants, c'est extrêmement captivant et intéressant de voir la manière dont réfléchissent ces enfants. Et qu'ils soient autistes ou 10, il y a beaucoup de troubles. Et c'est souvent des différences qui ne veulent pas dire qu'on ne sera pas assimilé à la société correctement. On aura peut-être juste des points de vue très différents. Je suis très dyslexique et juste je ne comprends pas les choses de la même manière que vous allez peut-être les comprendre. Ça fait pas moi, ça fait quelqu'un de différent. Mais pas de bizarre ou d'asocial. D'inadapté. Peut-être pour conclure, un dernier message aux parents qui nous regardent et qui sont peut-être, dans votre cas aussi, qui peut-être n'ont pas la force que vous avez là et auxquels vous voudriez donner comme ça un petit shot de positif. C'est vrai. Déjà, ils peuvent me contacter. Je ne suis pas difficile à trouver. Mais ensuite, je pense que je donne des bonnes clés dans ce livre. Et je pense que ce que je peux leur dire, c'est d'abord, s'ils peuvent prendre le temps de confronter, d'être... du temps, ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 2 heures, c'est plusieurs heures à ne rien faire, de s'abandonner avec l'enfant pour essayer de comprendre des choses et de rentrer dans une complicité. Je pense que de tout ce que j'ai expliqué là-dedans, ce qui est le plus important, c'est la communication. C'est le lien. Le lien, la complicité.
Merci beaucoup Valentine Lecêtre. Je rappelle ce livre Sortir de l'autisme, c'est aux éditions Idéo. On souhaite bon vent à ce livre et puis on embrasse votre fils également, puisque j'espère qu'il nous regardera. C'est sa victoire aussi, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je remercie l'école, je peux la citer ou pas? Ah, si vous voulez. L'école Lennon Bilingual School qui a fait un travail extraordinaire avec nous. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la chronique de Guillaume Ouattara qui nous emmène dans le monde un peu fou des TikTokers. Guillaume, dans cette nouvelle chronique, vous allez nous parler une fois encore, pourrais-je dire, des dérives de TikTok. Et tout commence avec Jawad, le logeur des terroristes des attentats du Bataclan, qui avait parlé de lui sur les réseaux sociaux. Oui, je préfère prévenir tout de suite, et vous Loïc et ceux qui nous regardent, les séquences qui vont suivre sont complètement lunaires, mais tout cela est bien réel. Je vous promets que ça n'est pas une intelligence artificielle qui a fait toutes ces images. Première image, donc vous le disiez, c'est ce week-end sur les réseaux sociaux, le logeur de Daesh, comme il est surnommé, Jawad, était en train de faire des lives sur TikTok et vous allez le voir, c'est d'un niveau lunaire. Roses, TikTok, good luck, big luck. I love for the rose. TikTok, good luck, big luck. TikTok, good luck, big luck. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. I love. Vous êtes donc en train de nous dire que nous, on travaille. On essaye de faire des émissions, de faire avancer le monde, la vie, l'esprit des gens. Puis il y a donc Jawad qui fait des choses bizarres sur TikTok comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on ne comprend pas très bien le but de la manœuvre. Ah bah oui, vous le voyez, il est en train de se dandiner, oui. Il est clairement au beau milieu de la rue. Non mais s'il faut faire ça pour gagner de l'argent, je pense qu'on peut fermer boutique tout de suite. Je vais vous dire dans quelques instants combien il touche sur des lives comme ça, vous allez être très étonnés. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est une tendance qui a émergé il y a quelques mois sur TikTok et qui s'appelle le live PNJ. Alors ce mot PNJ, ça vient de l'univers des jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle les personnages non jouables. Vous savez, quand vous êtes dans un jeu vidéo, si c'est un jeu vidéo qui est en réseau, vous avez de temps en temps des personnages qui sont là, qui bougent, qui évoluent, vous pouvez leur parler, mais vous pouvez pas jouer avec. Bah voilà. Eh bien l'idée, c'est que les internautes ont décidé de lancer des lives où ils deviennent des personnages non jouables. C'est-à-dire qu'on se filme et qu'on fait un certain nombre d'actions comme si on était dans un jeu vidéo et ce sont les internautes en face qui commandent nos actions. Par exemple, dans l'image que je vous ai montrée, à un moment vous voyez Jawad qui se dandine. Pourquoi il se dandine? C'est pas qu'il est en train d'agir de manière aléatoire. C'est quelqu'un qui lui a dit « Est-ce que tu peux te dandiner ?» Alors il l'a pas dit comme ça. Il lui a en fait envoyé un cadeau en forme de chien qui se dandine. Parce que sur TikTok, quand vous faites des lives, vous pouvez envoyer des cadeaux aux créateurs de contenu. Et donc, chaque créateur, en fonction du cadeau, effectue une action bizarre, en l'occurrence se dandiner, ou alors ça peut être faire semblant de lécher une glace, qui est une compensation du cadeau. Il y a une internaute qui fait ça extrêmement bien et de manière très régulière. Elle s'appelle Pinky Doll, elle a une fortune là-dessus, puisqu'évidemment ses cadeaux sont payants, on y revient dans quelques instants. Et regardez, elle, son gimmick, c'est le Ice Cream So Good. Vous lui envoyez un cadeau d'ice cream, voilà ce qui se passe. Ice cream so good. Taki Lopez. Slay, huh? Ice cream so good. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ooh, yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Bon, ok, je suis un internaute, j'envoie un cadeau. Mais quel est mon intérêt finalement? C'est juste que la personne en face, elle dise « Oh merci, c'est super, un tel m'a fait un cadeau ?» Oui, en fait, c'est même quasiment de la psychologie. Ouais. C'est très bizarre parce qu'il y a d'abord cette idée de pouvoir contrôler un individu. On a le sentiment de jouer à un jeu vidéo, mais la personne en face de nous existe. C'est comme si là, je pouvais vous envoyer une pièce et que vous alliez faire des actions. Ça peut, pardon, et les mots sont assez forts, relever d'une espèce de prostitution numérique. C'est-à-dire que en échange de cadeaux, en échange de pièces, on effectue des actions qui sont, on le voit parfois de nature un peu douteuse. Pinky Doll évolue sur un terrain glissant où elle met en avant ses attributs en même temps qu'elle fait son live. Donc c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ce qui plaît aussi, c'est que c'est complètement lunaire et beaucoup de commentaires, et on le voyait sur la vidéo de Jawad, beaucoup de commentaires qui sont faits, sont là pour critiquer et rigoler de ce qui est en train de se passer. Mais pour les internautes qui eux-mêmes décident de se transformer du coup en PNJ, quel est leur intérêt? L'intérêt, il est évidemment financier, puisque pour être aussi dégradé et pour faire des actions aussi bizarres, c'est qu'on y trouve son intérêt financier. Souvenez-vous, je vous expliquais qu'en fait, l'action est générée par un cadeau qu'on envoie. Chaque cadeau a une valeur. Une rose, par exemple, coûte 1 crédit.
1 centime. Par contre, le petit chien que je vous ai montré, il coûte 100 crédits. Donc là, ça va coûter peut-être 10 €. Et on peut monter à certains cadeaux qui coûtent jusqu'à 500 €. Donc c'est de l'argent que l'internaute paye pour générer un cadeau qu'il envoie au créateur. Le créateur reçoit le cadeau. TikTok dans l'affaire gagne autour de 50%. Il garde 50% du prix et il renvoie au créateur de contenu les 50% restants. Ce qui fait que Jawad, qu'on voyait au début de ce live, revendique tout de même que chaque live qu'il fait lui rapporte 1300 €. J'ai pu échanger avec certains de ces créateurs, puisque le phénomène me fascine autant qu'il me fait peur. Certains montent à des dizaines de milliers d'euros par live. On va peut-être changer de vocation, vous et moi. En tout cas, il y a vraiment une économie cachée, finalement, avec ces PNJ sur TikTok. Oui, effectivement. C'est un monde parallèle. C'est un monde parallèle et je suis très heureux de vous en parler parce que c'est un monde qui existe et il y a des dizaines de milliers de personnes chaque seconde qui regardent ce type de contenu. On vous a parlé à l'instant des lives de type PNJ. Vous envoyez des cadeaux et la personne en face de nous génère un certain nombre d'actions. Il y a un deuxième type de live et France Inter a fait une enquête à ce sujet qu'on appelle les live match. Le concept, il est un peu similaire. 2 personnes sont face à face. Les internautes choisissent chacun une équipe et ils envoient des cadeaux à l'équipe qu'ils ont choisie. Et ça donne là aussi des lives complètement lunaires, puisque le but, c'est d'envoyer le maximum de cadeaux, le maximum d'argent, puisqu'il y a une jauge. Plus la jauge est remplie dans une équipe, plus l'équipe gagne. Gagne quoi à la fin? Rien du tout. Et regardez ce que ça peut donner. C'est une archive personnelle. Il est à peu près 1 h du matin sur TikTok et vous assistez à des scènes surréalistes. Ce que vous voyez sur votre écran, toutes ces petites cinématiques, les cœurs qui apparaissent, les animaux, etc., tout ça, c'est de l'argent. Chaque petite cinématique, c'est un internaute qui a payé de sa poche pour que ça apparaisse à l'écran, pour soi-disant favoriser sa team, mais en fait, pour enrichir un créateur de contenu qui n'est même pas un influenceur. La pieuvre que vous voyez, personne ne la connaît. Elle est juste connue parce qu'elle réussit à ramener un maximum de personnes et un maximum d'argent dans ses lives. Il y a des dérives, évidemment. Évidemment, il y a des dérives. Déjà, sur le plan éthique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens mettent de leur argent pour ce type de pratique? Mais ça regarde chacun la gestion de l'argent. Dans les dérives, c'est que il y a ce qu'on appelle les mécanismes de gambling. On en parlait la semaine dernière sur ce plateau avec Virginie Guillaume. En fait, c'est des mécanismes qui vous poussent à miser, puisque la personne, la petite pieuvre, va crier, va mettre de la musique, va stimuler l'adrénaline et la production d'hormones de plaisir et de jeu. Quand on est adulte responsable et qu'on touche son propre argent, on en fait ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'ils encouragent également les enfants qui vont prendre la carte bleue des parents. Dans le papier de France Inter, une mère raconte par exemple que son fils a volé des enveloppes, plus de 4000 € qui étaient mis de côté pour partir en Asie, juste parce qu'il voulait faire plaisir à sa team et juste parce qu'il voulait faire gagner un maximum d'argent à son créateur de contenu. Dans ce même article de France Inter, Arthur Delaporte, qui avait déjà porté la loi d'encadrement sur le métier d'influenceur, dénonce des dérives. D'abord évidemment sur cette question des mineurs, et puis la deuxième dérive, et ça va intéresser le fisc, c'est que bien souvent ces revenus, ils sont amassés avec beaucoup de considération, mais ils sont jamais déclarés. Ça va faire un peu vieux con, mais ce monde me dépasse. Voilà, je l'avoue humblement devant vous. Et comme dirait Pinky Doll, ice cream so good, slurp slurp. Super, merci beaucoup Guillaume, c'était vraiment très intéressant. Donc faites attention, chers amis, à vos ados. On retrouve tout de suite Malika Ménard, ses souvenirs d'écolier bien sûr, et elle reçoit l'acteur et réalisateur Michael Cohen. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre rêve possible que d'être comédien, que d'être acteur, que d'être sur scène. En tout cas, pour moi, c'est mon seul espoir d'apaisement, de bien-être, et puis tout. Enfin, même pas. C'est comme si j'avais une illumination. C'est comme si tout à coup je croyais en Dieu. Ça vient à 13 ans, mais avant. Avant, je ne sais pas ce que je veux faire et je suis juste perdu dans ma vie, je suis timide, je suis mal dans ma peau. Parce que parfois on demande aux petits garçons, quand tu as 7-8 ans, alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait posé la question.
Personne. C'est possible qu'on ne l'ait pas posé? Je pense qu'on te l'a posé quand même. Je me rappelle pas. Et tu rencontres aussi ton meilleur ami à l'école? Et je rencontre mon meilleur ami qui s'appelle Thierry Cliffat, donc au cours au lycée, et qui est aujourd'hui un réalisateur, un grand réalisateur, et avec qui j'ai tourné 4 ou 5 films, j'ai fait une pièce de théâtre. Et en fait, c'est peut-être ça le plus beau souvenir. Ouais, oui, parce qu'on est toujours amis ensemble. On a encore plein de projets ensemble. Ça fait combien de temps du coup maintenant d'amitié? Ça fait, je sais pas, 35 ans, un truc comme ça. Et en fait, on séchait les cours en même temps sans le savoir pour aller voir les mêmes films, et on se retrouvait dans la même salle. Et pourtant, il avait 2 ans de plus que moi. Il était en terminale, moi j'étais en seconde. Et donc on est devenus amis comme ça. Et on allait voir les films, je sais pas, les films avec Deneuve, avec Fanny Ardant, avec Nathalie Baye. Et puis un jour, on a tourné avec toutes ces actrices et ces acteurs qu'on admirait. Donc ça, c'est plutôt une belle histoire. Ouais. Est-ce que c'est facile d'intégrer les cours Florent? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer, déjà. Et comment tu fais à ce moment-là? Tes parents sont OK pour te suivre dans ce projet-là? En fait, au début, c'était des cours pour les jeunes. Donc, c'était pas très cher. C'était que le mercredi et le samedi. Donc, je pense que mes parents, bien sûr, ils se sont dit, tiens, ça va lui faire du bien. Donc, ils ont payé, mais c'est pas très cher, ça. Et après, quand on intègre les cours Florent toute la semaine, là, c'est plus cher. Mais moi, j'ai eu la classe libre, donc je l'ai pas payé. Mais sinon, les mercredis, samedis, c'est pas très cher. Mais j'encourage vraiment les gens à faire ça, parce que tu veuilles être acteur ou pas, le théâtre, voilà, ça ouvre l'esprit, ça donne confiance, ça te permet de rencontrer des gens. C'est une façon aussi de faire travailler ta mémoire, qui est un muscle, de manière intelligente. Pas seulement en apprenant par cœur bêtement, mais en intégrant des choses émotionnelles, des sentiments, et puis en faisant sortir parfois des colères, des rages. Surtout ça fait du bien de pouvoir sortir sa colère ou ses larmes, etc. Et avec le prétexte de la scène et d'une pièce. Donc, ouais. Toi, tu as eu de la chance, que tu le disais tout à l'heure, tu as travaillé du coup quand tu étais au cours Florent avec Francis Huster, Isabelle Nanty. Ouais. C'était compliqué, enfin, faut réussir des examens pour avoir la chance d'être dirigé par eux, ou c'était juste à l'époque Non. Francis Huster, c'était mon professeur de la classe libre. Isabelle Nanty, c'était une de mes profs aussi principales. Mais ça, c'était le hasard. Et puis, on s'est retrouvés, on était une bonne équipe. Il y avait Édouard Baird, l'équipe des Robin des Bois, Steve Fissard. Il y avait plein de gens qui sont aujourd'hui... Non, et j'ai eu de la chance de tomber sur des professeurs formidables avec qui j'ai travaillé après. Isabelle, on a monté des spectacles ensemble, on a coécrit des choses ensemble. Huster, j'ai fait ma première pièce professionnelle avec lui. Voilà, puis après j'ai rencontré aussi Jacques Weber qui a été très important. Enfin, tout ça, c'était... De toute façon, les cours de théâtre, ça sert à apprendre à jouer, ou en tout cas à savoir comment se déplacer sur une scène et comment aborder un texte, mais ça sert aussi à rencontrer les gens et à se faire un petit réseau aussi. Parce que moi, j'avais personne dans le métier que je connaissais. Hein. Et t'as la reconnaissance qui vient en 2003 ? Ah oui. Bah oui, je savais pas, t'as reçu un Molière. Alors non, j'ai pas... Ah, voilà. Alors, j'étais nommé j'étais nommé, mais ce qui était déjà génial, je faisais une pièce qui s'appelait La Preuve, que j'ai jouée pendant 1 an au Théâtre des Mathurins, et j'ai eu une nomination pour Révélation le Molière théâtrale. De la Révélation théâtrale, ouais. Et... mais en fait, depuis que je suis sorti des cours Florent, depuis la pièce que j'ai faite avec Huster au Théâtre Antoine, j'ai fait du théâtre une fois, pratiquement tous les 2 ans. J'ai toujours fait beaucoup de théâtre, et c'est vraiment ma maison. Et c'est pour ça que je suis très heureux en ce moment dans Bargalo 21, parce que j'ai un rôle magnifique, j'ai des partenaires extraordinaires, et puis c'est une pièce écrite par Éric Emmanuel Schmitt, qui est un grand auteur, oui. et c'est un bonheur, voilà, et les gens sont heureux, je suis heureux. Quand je suis sur scène, je suis heureux. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Michael Cohen, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci beaucoup Malika, et à demain. Tout de suite, c'est le Zap de School TV, le meilleur de ce que vous pouvez trouver sur notre antenne. Comme je l'ai dit un tout petit peu rapidement en ouverture, et c'est donc là, en 2019, que la jeune Shaina, 15 ans,
trouvent la mort dans des conditions atroces. Oui, absolument. Shaina a subi tout ce que peut vivre pire une adolescente. Elle a été agressée sexuellement à l'âge de 13 ans et ensuite elle a été 2 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, poignardée et brûlée vive par son petit ami. Et en fait, les deux affaires sont liées en quelque sorte parce qu'à l'issue de l'agression sexuelle, les adolescents ont propagé l'anathème dans toute la cité de filles faciles. Ils ont propagé cette réputation. Qui survit à son assassinat atroce. Aujourd'hui. Vous avez rencontré des jeunes filles ou des jeunes hommes qui vous disent, je caricature un peu, mais qui vous disent quand même non, ça l'a tué, c'était pas une bonne idée, c'est pas bien. Par contre, le viol, oui, ils remettent en cause encore aujourd'hui sa parole, et ça on dit beaucoup de la minimisation des violences sexuelles de la part de ces garçons et de la remise en cause de la parole de Shaina, qui n'a pas été crue non plus au départ. Je développe certaines failles de la part de la police, de la justice, qui ont beaucoup remis en cause sa parole, et de certains garçons encore aujourd'hui. Gonel, quelle est l'essence, quelle est la philosophie de votre site voyagerentrain.fr? Voyagerentrain.fr en fait est né de la volonté de montrer que c'était possible de prendre le train, notamment en famille, parce que quand on a dit autour de nous on va arrêter l'avion, on nous a dit c'est fini les voyages. Non, on veut aussi montrer que c'est possible et qu'au contraire, comme on le disait tout à l'heure, qu'en famille c'est aujourd'hui un moyen de transport idéal. Avec les enfants, à contrario de la voiture ou de l'avion où on ne peut pas bouger, on est assis avec une ceinture. Par exemple, c'est pas vrai dans un train. Nos filles sont ravies à chaque fois de partir en vacances en train. Des outils que vous continuez à développer, notamment dans le secteur des langues étrangères. Vous permettez justement d'apprendre ces langues d'une toute autre manière, puisque les apprenants se retrouvent au cœur de dialogues générés par une intelligence artificielle qui prend, en fait, si j'ai bien compris, la forme d'un copain virtuel dans lequel on se retrouve dans un bar fictif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, l'outil s'appelle Buddy, donc Buddy qui veut dire copain en anglais, et on est immergé dans un bar londonien. On va faire une rencontre fortuite avec, une personne... qui vient de là-bas, et qu'on va échanger une bière virtuelle avec une personne et on va commencer à faire la conversation. Alors, l'avantage, c'est que si on est débutant en anglais et qu'on a envie de parler de football, parce que c'est notre passion, on peut. Mais si on est expert en anglais et qu'on a envie de parler géopolitique, on peut également. Alors, je vous mets tous au défi de parler géopolitique avec une rencontre fortuite dans un bar en Angleterre. Oui. La personne va s'enfuir. Mais plus sérieusement, au niveau pédagogie, dans le panel de ce qu'on peut proposer en termes, encore une fois, d'individualisation et d'adaptabilité de l'outil en fonction des compétences de l'apprenant, il n'y a pas mieux. Et donc, effectivement, l'éducation affective et sexuelle est pour moi un élément crucial. J'ai pu y assister et je savais combien c'était important, mais là, j'ai pris conscience combien c'était une manière pour ces adolescentes de libérer leurs paroles. Il y avait un petit groupe d'adolescentes qui toutes témoignaient auprès de l'animatrice des violences qu'elles avaient subies. Ça allait de ce cyberharcèlement à, pour certaines, une tentative de viol. Donc c'était l'occasion pour elles d'enfin s'exprimer sur ce qu'elles avaient vécu. Et puis c'est l'occasion aussi d'apprendre tout simplement la lutte contre les stéréotypes, ce qu'est le consentement. Il y a ce jeune homme, cet adolescent en 3e, l'animatrice lui dit « Qu'est-ce que le consentement ?» Comment on sait si elle est d'accord, il dit si elle ne se débat pas. Bon, c'est assez. C'est un sourire, c'est un rictus nerveux de ma part, de la vôtre aussi, je pense. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant qu'il ait pu avoir cette réaction à ce moment-là, avec dans ce cadre-là, puisqu'ensuite, oui, d'une certaine façon, l'animatrice elle a pu répondu, elle a pu ressaisir tout ça. Elle a pu lui faire comprendre que ce n'était pas ça, et qu'il y avait d'autres éléments à prendre en compte. Et donc, on voit tout l'intérêt de ces séances d'éducation affective et sexuelle. Et vous insistez, et vous avez raison pour dire que c'est affective et sexuelle, c'est pas seulement de l'éducation à la sexualité, on va peut-être en reparler. Il y a beaucoup de fake news autour, et malheureusement, tous les adolescents n'ont pas accès à ces cours-là. Il y en a que 15% des lycéens, 20% des collégiens, c'est trop peu. Victoria, on rappelle que vous êtes arrivée hier soir, je crois, du côté de Rhodes. Vous êtes, on le dit, plus connu effectivement pour votre podcast qui s'appelle Nouvel Oeil. Vous avez eu pas mal de monde, Yann Arthus Bertrand, Salomé Saké, Frédéric Lopez ou encore l'inénarrable Michel Simès. Qu'est-ce que ça fait de prendre la caméra? Parce que là, c'est un tout autre exercice. Vous réalisez, comme vous l'avez dit, un documentaire.
Qu'est-ce qu'on a de plus peut-être avec l'image, ou qu'est-ce que dit l'image que ne dit pas le podcast peut-être? Alors déjà, c'est assez vertigineux de reprendre un métier de zéro, en fait, parce que j'ai pas du tout fait d'études journalistiques et encore moins d'audiovisuel, donc c'est vraiment à la base d'un rêve, en fait, d'une impulsion où je me suis dit, tiens, j'ai envie de réaliser un documentaire parce que justement, l'image, je trouve qu'elle a cette puissance de pouvoir peut-être toucher les émotions, en tout cas le cœur des gens de façon plus directe, parce que là, on allie à la fois l'audio, la musique, donc l'art, et l'image pour faire un même sujet sur le temps long. Ça va être un 52 minutes, en tout cas à date d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un format qui va plus en profondeur que les podcasts de 30 minutes que j'ai l'habitude de faire où il y a simplement de l'audio. Donc c'est tout un autre format, mais qui a la possibilité en tout cas de raconter un nouveau récit, et je crois vraiment à la puissance des nouveaux récits de façon nouvelle. Mais ça fait aussi très très peur parce que je ne connais rien de ce métier-là et j'ai tout à apprendre, mais c'est aussi pour cette raison-là que je me lance, je crois. Le métier de professeur est-il pas condamné aussi à disparaître avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, la manière dont ça révolutionne à la fois l'enseignement et l'apprentissage? C'est une crainte que vous avez ou au contraire c'est plutôt complémentaire? Pas du tout. Je pense que c'est une excellente nouvelle parce qu'en fait le métier de professeur aussi va muter. Il y a des gens et des universités qui interdisent ChatGPT, qui gardent leur précaré, qui gardent leur pédagogie, vieille de... On ne va pas dire combien d'années, mais est-ce que c'est la plus efficace? Encore une fois, je ne pense pas. Par contre, muter la pédagogie qu'on nous a attribuée jusqu'à maintenant en France, je pense que c'est une excellente nouvelle. Donc vous êtes contre l'interdiction quelque part de ChatGPT, comme le font certains pays, certaines écoles aujourd'hui, même en France? Bien sûr. Apprendre à utiliser l'intelligence artificielle notamment, plutôt que interdire. Oui, révolutionner la pédagogie, être plus créatif aussi. La pédagogie, c'est pas juste apprendre des notions. Il faut que la formation et la pédagogie soient dans la vie. Des mises en situation, des choses éminemment plus intéressantes que ce qu'on nous a donné sur les bancs de l'école. Lev, vous êtes enseignant aussi, philosophe. Quel regard portez-vous justement sur ces nouvelles technologies qui sont lancées à la fois par Online Format Pro et puis par plein d'autres acteurs, de plus en plus nombreux aussi, dans l'enseignement? Alors moi, personnellement, j'utilise pas encore beaucoup l'intelligence artificielle en tant qu'enseignant, mais j'ai un collègue qui a eu une idée très astucieuse, c'est de demander à ses étudiants, à ses élèves, de produire 2 copies, une copie avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, et une copie personnelle. Et puis, ça permettait de faire la différence et ça permet d'apprendre aussi à utiliser l'intelligence artificielle parce que demain, ça va être incontournable. Voilà pour le Zap. Un grand merci une fois encore d'avoir été avec nous ce soir. Si vous voulez nous retrouver, c'est évidemment sur le canal 217, sur les Freebox 247, sur Orange, schooltv.com bien sûr, notre chaîne YouTube bien évidemment. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Romain Luc, au son, Thibaut Goury-Lafont, au maquillage, Julie Ordner et Laura Girard bien sûr et Emma Ferré à la rédaction. Belle soirée à vous et à demain.